Merci beaucoup. Je dois dire d'ailleurs tout de suite que j'ai été fortement intéressé par l'exposé de l'intervenant précédent. Et ce qu'il a dit quant à la présentation des faits par les médias en République tchèque m'a semblé ressembler énormément à la présentation des faits par les médias français, je dois dire. Je suis assez frappé par la méconnaissance pour les médias français de ce qui se passe en Ukraine. Bon, Andrei Gratchev m'a demandé de parler des conséquences économiques possibles de la crise ukrainienne pour l'Europe et la Russie. Donc là, je vais passer à des choses peut-être un peu moins, enfin si, inquiétantes, importantes, mais peut-être plus simples. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible une sorte de framework de tout ce contexte économique. Donc ces conséquences, évidemment, elles sont très importantes. L'équilibre économique de notre continent, dont le champ s'élargissait progressivement de Brest en Bretagne à Vladivostok, est menacé. Le compromis, ou plutôt la division du travail qu'il fondait, vers laquelle on s'orientait, est en danger. Ça, c'est le premier point qui me paraît important. Très schématiquement, d'ailleurs, je vais le résumer, on pouvait décrire cela de la façon suivante. Jusqu'ici, l'Union européenne fournissait à la Russie les moyens de sa modernisation de ses structures de production, grâce à ses technologies plus avancées, transformation de ses institutions économiques et de ses moyens de production, grâce à son savoir-faire en matière d'économie de marché, c'est aussi important, et ce qui restait de l'économie administrée, régie par les institutions de l'État en Russie, reculait. C'est pas complètement c'est loin d'avoir disparu d'ailleurs. En revanche, la Russie fournissait à l'Union européenne l'énergie dont elle était dépourvue, sous forme de gaz surtout, mais aussi dans une moindre mesure de pétrole. Elle lui fournissait aussi un marché très important pour ses industries de biens d'équipement, l'Allemagne en sait quelque chose, et de biens de consommation. Ainsi associées, l'Union européenne et la Russie avaient un bel avenir devant elles en leur donnant les moyens de faire face aux géants de demain, la Chine en tête. Tout ceci est momentanément, espérons-le, compromis, gravement compromis, en raison de la crise actuelle dont l'Ukraine est le centre de gravité. Compromis menacé, mais pas encore détruit. Gravement menacé si les incompréhensions, les gesticulations, les bras de fer stupides qui se multiplient ne cessent pas au plus vite. Dans ce contexte, la Russie a beaucoup plus à souffrir et à perdre que l'Union européenne. En effet, dans sa course à la modernisation, elle risque d'être touchée au cœur pour plusieurs raisons. Première raison, la diminution, voire l'arrêt des transferts de technologies avancées dont ces industries ont besoin pour se moderniser. Étant donné la position des États-Unis dans ce conflit, ces sources de transfert paraissent avoir peu de substituts immédiats possibles, peut-être en Asie orientale, mais ceci risque d'être insuffisant ou problématique. Deuxième raison, la réduction des possibilités de déboucher pour son gaz, qu'elle décrète elle-même cette réduction en réponse aux sanctions, ceci viennent de l'Union européenne. Donc, réduction des possibilités de déboucher pour son gaz, qui compte énormément pour la rentabilité de son industrie gazière, et au-delà, on l'oublie peut-être, pour l'équilibre de ses finances publiques, en fournissant à l'État russe de très importantes entrées en vie. Si la Russie a une situation financière, sa balance des paiements, et aussi des finances publiques qui, jusqu'ici, s'étaient considérablement améliorées, plus qu'améliorées, d'ailleurs étaient confortables, c'est grâce aux ressources tirées de l'exportation de gaz. Si l'on tient compte du temps nécessaire pour construire le gazoduc vers la Chine, le relais pris par d'autres débouchés en Asie ne paraît pas immédiat. Ceci peut aussi compromettre le développement de cette industrie gazière ou pétrolière, qui peut trouver un concours très utile de la part des grandes industries occidentales à la prospection et la mise en œuvre de nouveaux champs d'exploitation dans des conditions difficiles. Je pense à l'exploitation des champs gaziers ou pétrolifères dans l'Arctique. Alors, dernière raison, enfin, peut-être une des plus importantes, par la fermeture de l'accès aux marchés financiers occidentaux qui compromettrait substantiellement le financement du développement économique en Russie. Actuellement, l'économie russe est dans une phase très instable et très inquiétante. On pourrait peut-être y revenir après, parce que on peut dire qu'il y a eu d'abord, la période Helsinki s'est terminée par le défaut de paiement, la catastrophe absolue. Puis ensuite, la Russie a connu au cours des années 2000 une croissance très forte. Et depuis 2 ou 3 ans,
la croissance russe a diminué, maintenant elle est en train de devenir négative et la Russie a de gros problèmes économiques. Alors, tout ceci, pour conclure sur la Russie, tout ceci serait donc de nature à ralentir considérablement le passage toujours en cours d'une économie administrée par des instances étatiques vers une économie de marché efficace. Parce qu'il faut bien voir que l'économie russe reste assez largement une économie administrée. En particulier, cela renforcerait l'une des faiblesses actuelles, la plus évidente et marquante de l'économie russe, l'insuffisance d'investissement. C'est vrai aussi pour l'Union européenne, mais c'est aussi vrai en Russie. Les analyses que l'on pouvait faire de la conjoncture russe dès avant l'éclatement de la crise ukrainienne mettaient l'accent sur cette insuffisance d'investissement. Insuffisance d'investissement public pour répondre aux énormes besoins de rénovation et de modernisation des infrastructures, notamment routières et ferroviaires, malgré les promesses et les annonces des autorités russes, et insuffisance d'investissement dans les secteurs manufacturiers. En effet, après une période faste qui a suivi à partir de 2000, ce que j'ai dit, le défaut de paiement de 98, et pendant laquelle la croissance de l'économie russe a été tirée avec celle de la consommation par celle des investissements. La croissance des investissements au cours de cette période a eu lieu à un rythme moyen de 10% par an et même de 20% par an en 2006 et 2007. Il y a eu donc un développement énorme. Cette économie, touchée comme les autres économies européennes par la crise de 2008-2009, a vu son moteur d'investissement donner d'inquiétants signes de faiblesse et s'est retrouvé comme frappé de langueur depuis lors. Alors, en ce qui concerne l'Union européenne maintenant, les inconvénients sont partiellement symétriques, mais on peut penser que cette dernière serait bien moins gravement touchée que la Russie. La vulnérabilité de l'Union européenne à ce contexte de crise se situe surtout et essentiellement, c'est une banalité de le dire, dans le domaine des approvisionnements en énergie, gaz en l'occurrence. Certains pays de l'Europe centrale et orientale, mais aussi l'Allemagne, seraient particulièrement touchés. Il y aura incontestablement un mauvais moment à passer. Mais à terme, on peut penser que l'Union européenne pourrait trouver des substituts, soit en s'approvisionnant auprès de fournisseurs alternatifs, soit en développant des sources d'énergie sur place, comme le gaz de schiste, grâce à de nouvelles technologies moins polluantes, si on les trouve, ou la réanimation de l'extraction du charbon, par exemple. Bien sûr, cela se ferait au prix de désagréments importants pour les pays considérés ou l'équilibre écologique de la planète, mais cela ne paraît pas impossible. Par ailleurs, cela obligerait l'Union européenne à accroître ses débouchés ailleurs pour ses produits manufacturés, ses biens d'équipement, l'Allemagne étant particulièrement touchée, ses technologies avancées. Mais ce ne sont pas les besoins qui manquent dans le domaine aujourd'hui dans le monde. Alors, je terminerai maintenant par un court développement concernant l'Ukraine, du point de vue économique, épicentre de ce conflit et qui serait incontestablement la plus touchée si un compromis entre les deux zones en conflit ne n'est pas trouvé rapidement. Et ceci au point qu'on peut se demander si elle serait capable, dans sa configuration actuelle, de résister à ce tremblement de terre. Les deux principales forces économiques de l'Ukraine sont ses industries fabricatrices de biens d'équipement et son agriculture. Il faut bien voir, et on a tendance à oublier, notamment en France, que le poumon industriel de l'Ukraine se situe dans l'est du pays et que ses débouchés sont étroitement, presque exclusivement liés à son partenaire russe. Ce poumon industriel faisait partie de la division du travail de l'URSS et ses débouchés, tant qualitativement que quantitativement, se situent en Russie, qu'il s'agisse de matériel de transport, ferroviaire et aéronautique, je pense à Antonov, ou de matériel d'armement dont les caractéristiques techniques répondent aux besoins de l'armée russe. Il faut bien voir que l'Ukraine était, je ne sais pas si peut-être qu'elle est encore, je ne pense pas, était pour des produits importants, missiles et autres, fournisseurs de l'armée russe. En particulier, si la Russie décidait de rapatrier la production de ces matériels aux caractéristiques techniques bien particulières, et j'ai entendu formuler des menaces en ce genre très très clairement, il ne resterait plus grand-chose de viable dans l'industrie ukrainienne. En ce qui concerne l'agriculture, on sait que l'Ukraine est l'un des greniers de l'Europe. Elle pourrait trouver des débouchés accrus dans l'Union européenne, mais risquerait là de se heurter à la concurrence des grands pays agricoles de l'Union européenne. Je ne vais pas dire quel pays serait particulièrement lié, vous le savez tous, et aux contraintes de la politique agricole commune. Privée des débouchés traditionnels de son industrie, l'Ukraine risquerait de connaître de graves difficultés économiques et de constituer un puissant fonds pour les demandes de financement adressées à l'Union européenne et aux institutions internationales comme le FMI.
D'ailleurs, on sait qu'actuellement, l'Ukraine est obligée de s'adresser au FMI. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est quelles sont les contraintes que le FMI imposerait à l'Ukraine. Et on ne voit pas très bien d'ailleurs comment la population ukrainienne résiste, enfin, quelle serait sa réaction à ces contraintes. Alors je terminerai par une observation qui introduira certainement à d'autres discussions dans cette enceinte cet après-midi d'ailleurs. Compte tenu de ces spécificités, de ces liens géographiques et historiques avec les autres parties du continent, l'avenir de l'Ukraine, si l'on veut éviter un démantèlement de ce pays, ou simplement de son économie, se situerait beaucoup mieux sous la forme d'une sorte de pont effectuant la liaison entre l'Union européenne et la Russie que sous celle d'une intégration à l'Union européenne. Je vous remercie.